Merci à vous, merci à chacun de vous d'être venu à cette conférence, d'être venu à l'Université de la Terre. C'est un peu le rendez-vous un peu intello, où il y a des personnes très inspirantes qu'on peut écouter. Chaque année ou chaque 2 ans, c'est plutôt 2 ans, c'est vraiment un rendez-vous qui fait du bien. Je voulais savoir comment ça allait dans le contexte international. Vous, ça va bien ? Ok, très bien. Bon, il y a des masos visiblement. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce contexte qui est très compliqué, où on n'était pas forcément en avance déjà sur les sujets de développement durable, là on va passer 3 ans, 10 mois et 12 jours qui vont être encore compliqués. Voilà, à moins qu'ils partent avant, mais ça je suis pas sûr. Et après le problème c'est qui va le remplacer. Il ne faut pas dire son nom, c'est comme Voldemort. Voilà. Mais la seule solution par rapport à ça, c'est de trouver des idées, trouver des innovations disruptives. Et cet après-midi, on va avoir la chance d'écouter des gens qui dirigent des entreprises et qui ont pris des initiatives qui sont vraiment riches, sincères, puissantes, ambitieuses. On a besoin d'ambition. Et cette conférence, elle va être aussi elle-même un peu ambitieuse. C'est-à-dire, si vous voulez une conférence sur les éco-gestes, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. On va essayer d'être parfois un peu technique et en même temps pédago, parce qu'on a des gens de très haut niveau. Et donc, vous allez voir, on va faire un voyage, on va partir du fond des mers, on va aller jusqu'en haut des montagnes, on passera un peu par la ville de demain, et par les défilés parisiens. Mais on va faire une expérience tous ensemble pendant 1h30, avec aussi deux projets qui sont portés par des startups. Donc ça va être 1h30 où on va essayer vraiment de se dire, tiens, il y a des solutions qui se mettent en place qui peuvent inspirer, moi, d'autres solutions dans mon entreprise. Donc je suis très très fier et très heureux d'animer cette table ronde. Il y a un petit point particulier qui est un peu en lien avec le début de ce que je disais, c'est que il y a Luca qui est avec nous, qui est italien, et j'avais pas envie d'entendre de l'américain. Et donc il va parler italien parce que c'est tellement beau l'italien. Et il y a Palma qui nous fait l'énorme gentillesse, qui travaille avec moi, qui est en France depuis 12 ans mais qui est italienne, qui va traduire à chaque fois que Luca va parler. Et Luca, en fait, il comprend assez bien le français. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de micro, etc. Mais vous êtes d'accord qu'on parle plus italien qu'anglais ? Ok. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils prennent la porte. Très bien, merci. Donc on va commencer évidemment avec un tour de table. Pour ma part, moi je m'appelle Thomas Parouti, je ne suis pas du tout journaliste. Je dirige une agence de communication RSE depuis 16 ans, que j'ai appelé Mieux il y a 16 ans, et on travaille avec quelques marques. Et donc je ne suis pas animateur professionnel, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. On va commencer le tour de table avec Luca qui va se présenter et Palma qui va pouvoir traduire. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner une image qui va ensuite nous raconter un peu l'histoire d'après? Sì, grazie. Bonjour à tous. Ça, c'est mon français. Quindi, merci beaucoup. Sono Luca Gamberini, sono vicepresidente dell'Ocean Reef Group e cofondatore di Nemo's Garden. Là, c'est bon? C'est bon, ok, pardon, ça commence bien. Je suis Luca Gamberini, je suis vice-président de Ocean Reef, pardon, je suis émue. Ocean Reef Group. Ocean Reef Group, e cofondateur de Nemo Garden. L'Ocean Reef Group è un'azienda a conduzione familiare che lavora da più di 70 anni nella subacquea avanzata. Ocean Reef Group est une entreprise familiale active depuis 70 ans dans les domaines des équipements de plongée avancés, ou des pointes. Oui, da plongée. Voilà. Nel 2012 abbiamo inventato quasi per gioco il progetto Nemo's Garden. En 2012, nous avons créé comme une activité ludique ce projet Nemo's Garden. E da allora esploriamo la possibilità di coltivare piante terrestri sotto l'acqua. Et depuis, on expérimente de trouver un moyen de cultiver des plantes terrestres sous l'eau. Grazie Palma. Prego.
Martine, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, Martine Joraillon. Je suis directrice développement durable et de l'engagement d'Egis. Egis, c'est un groupe d'ingénierie. Notre métier, c'est de donner vie à des projets d'infrastructures de transport et de construction. Donc, comme vous pouvez le constater, gardez votre masque et votre tuba. Donc, mon groupe est connu pour concevoir des métros, des trams, des bâtiments. Et nous imaginons aussi des solutions qui sont proactives pour la biodiversité marine. Et ici, vous avez une nurserie à poissons et je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci beaucoup Martine. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Emmanuel, je suis physicienne. Est-ce que ça... Ouais, ça va mieux là. Donc, je suis directrice scientifique de Saint-Gobain Recherche Paris. C'est le plus gros centre de recherche du groupe Saint-Gobain qui en compte 8 sur 4 continents. Alors, Saint-Gobain, qu'est-ce que c'est? C'est un très grand groupe, 160 000 personnes dans le monde, dans 80 pays, dans le domaine de la construction durable, donc les matériaux et les solutions pour la construction. Et Saint-Gobain est fortement engagé pour atteindre le zéro net carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire en 2030. Et si je suis ici, c'est parce qu'on a des très gros investissements en recherche pour atteindre ces objectifs de décarbonation. Alors c'est une année un peu spéciale pour nous à Saint-Gobain, puisqu'on fête nos 360 ans. Du coup, il y a 360 ans, Saint-Gobain a débuté dans les métiers du verre, le verre à vitre notamment, mais il couvre aujourd'hui de très nombreux métiers dans la construction, donc à la fois les produits, les matériaux, et puis aussi pour la décarbonation de l'industrie. Et donc cette image, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une image de verre, mais pas du verre à vitre. Pourtant à Saint-Gobain, on pourrait croire que c'est du verre à vitre, mais c'est un verre marin, un tout petit verre marin tubicole qui est un grand bâtisseur et qui fabrique des cols sous l'eau, donc des cols dont nous nous inspirons pour produire des cols réversibles pour l'économie circulaire. Et je vous en dirai plus également par la suite. Merci Emmanuel. Annika, à toi. Donc moi je suis Annika Mor-Storfalt, d'origine suédoise, et j'avais proposé à Thomas de faire mon intervention en suédois, mais il n'était pas trop d'accord. Donc, je suis la directrice de développement durable chez Balenciaga, qui fait partie du groupe Kering. Je suis dans le groupe depuis une vingtaine d'années et sur ce poste depuis 2019. Donc on va faire un tour par les défilés parisiens. Parce que la mode a un impact sur l'environnement et la société. La mode a aussi la possibilité de parler à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Et c'est une industrie qui est influente. Et pour ça, il faut que nous soyons vraiment attentifs à réduire nos empreintes et notre impact tous les jours. Donc l'image que vous voyez, c'est des 3 silhouettes de notre défilé, il y a quelques jours à Paris. Ce défilé présentait 80 looks et sur 46 looks, les vêtements, les matières utilisées dans les vêtements sont entièrement alignées avec les standards Kering. Donc les standards Kering, c'est un peu notre manuel, comment faire un sourcing et production durable. Et 70 looks sur 80 contient au moins une pièce de prêt-à-porter qui est alignée avec les standards Kering. Donc vous voyez de gauche à droite une robe en soie bio, un manteau en cachemire recyclé et enfin un trench fait avec du coton issu de l'agriculture régénératrice. C'est bien, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit, le régène, pour aller plus court.
On va décoller un peu, on va se rapprocher des montagnes et il y a Julien qui va se présenter et qui va présenter son image. Et voilà. Il faut mettre un peu de cul à un moment dans une conférence. De la nudité, de la transparence, on appelle ça en RSE. Julien, qui es-tu ? C'est le jeu des chaises musicales. Donc, qui est où? Donc, je m'appelle Julien Durand, je suis un des 3 cofondateurs de la marque Picture. Picture, on est une marque d'outdoor née en 2008. On est né sur un concept à vouloir allier une économie responsable et notre passion pour l'outdoor. Donc, on était très inspiré de marques comme Patagonia, qui à l'époque était la marque de mon père, hein, plus que la marque des jeunes qu'elle est devenue aujourd'hui. Et une marque comme Burton Snowboard, qui nous a beaucoup inspiré par son aspect communautaire. Et on a voulu créer un nouveau modèle économique qui n'existait pas dans l'outdoor, qui était faire du bio au prix du pas bio. Ça voulait dire s'engager à ce que 100% de nos produits soient faits à partir de matériaux biologiques, recyclés ou biosourcés, et les vendre au prix du marché. Et on a considéré que si le client devait payer plus cher, on n'arriverait jamais à démocratiser l'achat responsable et on ne pourrait jamais avoir de succès sur le marché. Donc ça a été un gros challenge économique qui est un petit peu plus facile à mener aujourd'hui économiquement. Quand il y a 17 ans, acheter du recyclé, ça valait 2 fois le prix du non recyclé. Et donc tout à l'heure, je vous expliquerai comment on est parti finalement de cette vision en se disant si on ne veut pas avoir d'impact, il faut vivre nu. Donc on avait lancé cette collection, la Nu Collection. On a eu quelques achats sur le site internet, les gens voulaient savoir ce que c'était. Et donc après, vu qu'on fait beaucoup de vêtements techniques et le polyester représente quasiment 75% de nos matières premières, on a fait un énorme travail sur la matière première qui représente 65% de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc je vous raconterai un petit peu l'histoire de ce cheminement de 17 ans d'évolution. Super, merci beaucoup Julien. Arthur, tu vas te présenter même si évidemment tout le monde te connaît. Mais ouais. Vas-y. Bonjour à toutes et tous, donc moi Arthur, je suis un fan de nature, de sport, d'entrepreneuriat, ce qui m'a amené à cofonder notamment Team for the Planet aujourd'hui. J'arrive tout juste de la Haute-Savoie, très heureux de vous voir tous ici. Voilà. J'ai choisi cette petite image introductive parce qu'elle nous projette un petit peu dans le monde de demain. J'avais envie de faire souffler un vent d'optimisme pour qu'on lève tous ensemble le voile vers le monde de demain. Voilà, j'ai pas préparé cette blague, c'est pour ça qu'elle est vraiment très très nulle. Mais en tout cas, est-ce que certains d'entre vous font ou ont déjà fait du kitesurf? Quelques-uns. Bon voilà, ça c'est une aile de kitesurf géante qui va bientôt tirer des tankers. Là, elle fait 100 mètres carrés. On est en train de faire des 200 mètres carrés en ce moment. Et l'année prochaine, on fera des 400 mètres carrés. Donc ça fait un bel appartement dans les airs. Et vous allez voir, il y a plein de solutions comme ça qui sont déployables pour permettre justement à ce fameux monde de demain de s'installer. Nous, on y croit beaucoup et on est en train de voir des paris assez audacieux qui se transforment. Donc je vais essayer de vous donner un peu 2-3 idées de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Maintenant, en plus sur cette table ronde, il y a 2 projets étudiants. Et c'est dans la tradition de l'Université de la Terre de mettre en avant des projets étudiants qui sont là pour bousculer les codes, qui apportent une véritable innovation. Donc je vais demander à Benjamin et Roman de se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Benjamin Chomeau et je suis avec Roman Barr, du coup mon associé et ami de tous les jours. On s'est rencontrés à l'école il y a un peu plus d'1 an et demi, donc à l'ESME, une école d'ingénieurs, et nous sommes récemment diplômés du coup en tant qu'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. Et il y a de ça du coup plus d'1 an. Avec Roman, on a partagé tous les deux notre ambition et notre envie d'entreprendre dans le monde de demain, puisque nous sommes jeunes et on a envie de vivre et de choisir dans le monde dans lequel on va vivre dans quelques années. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'entreprendre dans le monde du livre et de la littérature, et qu'on a décidé aussi d'intégrer de l'intelligence artificielle pour pouvoir demain faire des rencontres, pas seulement grâce à l'intelligence artificielle, mais autour des livres. Et c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on a envie de trouver, en tout cas, chez nos amis et chez notre famille plus tard. Et c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Voilà. Et on termine avec Clémence, qui est étudiante à Subbiotech. Il y a toujours ce petit jeu de chaise musicale. Quand tu coupes la musique, il y a une chaise en moins. Donc Clémence, qui est peut-être une des génies que la France attendait, qui fait un projet vraiment hallucinant.
Alors, j'ai enlevé pas mal de logos sur les photos, excuse-moi, et donc, pour éviter, c'est un effet teasing. Donc là, j'ai enlevé le nom de son entreprise. Le nom de son entreprise, je vous le donne, c'est Capcirna. Capcirna. Et pourquoi ça s'appelle RNA, Clémence? Est-ce que tu peux te présenter? Bon, alors, bonjour à tous et à tous. Alors déjà, tu m'as vraiment très très bien vendu, c'est gentil. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce que tu viens de dire et de vous parler de mon projet. Donc oui, moi je suis étudiante à Subiotech, c'est une école d'ingénieurs, et je suis dans ma dernière année d'études. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'agroécologie, puisque comme vous le savez, notre santé, la santé des êtres humains, elle est liée intrinsèquement à la santé de la planète et aussi à la santé des plantes que nous consommons. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des cultures agricoles sont menacées par des maladies virales ou fongiques. Et ce qui est utilisé aujourd'hui pour vaincre ces maladies, c'est les pesticides. Sauf que ces pesticides, ils sont en général très chimiques et ils portent aussi atteinte à la biodiversité et à la santé même parfois de certaines plantes environnantes et à la santé humaine. Et donc nous, avec des camarades de Subiotech, ce qu'on a décidé de faire, c'est de trouver une alternative bio-inspirée et qui soit biodégradable, qui préserve les rendements, mais qui préserve aussi la biodiversité environnante des champs et la santé humaine. Et donc pour faire ça, on utilise de l'ARN interférent, d'où le RNA de notre nom qui est un petit peu technique. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Super, merci beaucoup Clémence. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le détail et essayer de comprendre chacun des projets. Vous avez vu la photo que Luca nous a présentée. Moi, quand j'ai vu les photos, j'ai été assez émerveillé. Ouais, je comble pendant que ça se réinstalle. Luca, donc, qui parle et qui comprend un peu le français. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de ton projet, nous expliquer ce que vous faites exactement, comment vous faites et aussi pourquoi vous le faites? Ci provo. Riconosciamo tutti che abbiamo un problema, l'aumento demografico, abbiamo l'aspettativa dei consumatori per i prezzi dell'agricoltura e abbiamo la scarsità delle risorse. Nous avons maintenant réalisé que la croissance démographique combinée aux attentes des consommateurs... Ah, je dois me rapprocher. Ok. Je suis perdue là, par contre, Thomas. Je suis désolée. Luca, s'il te plaît, est-ce que tu puoi ripetere, per favore? Grazie. Ripeto? Oui, s'il te plaît. Sì, abbiamo il problema della crescita demografica, la scarsità delle risorse et l'aspettativa dei prezzi dei consumatori. Okay. Nous avons aujourd'hui la problématique de la croissance démographique, de ceci, de la... Je ne vais pas y arriver, je suis désolée. Les prix? Je suis en blocage total. Ok. Non, Palma n'est pas du tout traductrice, elle est directrice artistique. C'est pas du tout son métier. Sei bravissimo. Voilà. Non ti preoccupare. Tu parles italien? Un peu. Super. À deux. Du coup, sinon on passe en anglais. Voilà, le constat, c'est qu'on a le problème de l'augmentation démographique mondiale, la croissance démographique mondiale, la rareté des ressources et les attentes des consommateurs en termes de prix d'achat. Parfait. Merci. Non esiste una soluzione, dobbiamo trovare molteplici soluzioni. Ça n'existe pas une seule solution, il faut en trouver plusieurs. Noi stiamo esplorando la frontiera del natural engineering. Nous sommes en train d'explorer la frontière de l'ingénierie naturelle. Quindi utilizzare delle risorse disponibili in un ambiente come il mare. Donc utiliser des ressources disponibles dans un environnement comme la mer. In modo sostenibile per supportare un'attività terricola della terra. De façon durable pour supporter l'agricolture terrestre. Quello che noi facciamo si basa su alcuni punti principali. Ce que nous faisons, il se base sur des points principaux. Sfruttiamo la termodinamica naturale dell'acqua come stabilità termica. Nous utilisons la thermodynamique comme stabilité thermique. Stabilité thermique de l'eau. De l'eau.
per mantenere la temperatura delle piante, pour maintenir la température des plantes, l'evaporazione naturale dell'acqua salata in acqua dolce, l'évaporation naturelle de l'eau salée en eau douce, l'assenza di contaminanti perché siamo sotto l'acqua, l'absence des contaminants parce qu'on est dans un environnement marin, donc sous l'eau. che quindi ci porta a non dover usare pesticidi, Et donc nous n'avons pas besoin d'utiliser des pesticides, ma utilizziamo anche la schermatura naturale della luce, mais nous utilisons aussi la protection naturelle de la lumière. E fattori più curiosi come l'aumento della pressione nell'ambiente subacqueo. Et des facteurs plus particuliers comme l'augmentation de la pression dans l'environnement sous-marin. Il risultato è un uso ridotto, quindi minore, delle risorse tradizionali per far crescere le piante. Le résultat, c'est puoi ripetere, per favore? Sì, sì, sì. Il risultato è un uso minore delle risorse per far crescere le piante. Le résultat, c'est l'utilisation de moins de ressources pour faire pousser les plantes. E prodotti con un sapore e con delle caratteristiche uniche. Et obtenir des produits avec des saveurs particuliers et des caractéristiques uniques. In più, questo ambiente subacqueo aiuta ad aumentare la biodiversità del luogo. Et en plus de ça, l'environnement sous-marin augmente à améliorer la biodiversité de l'environnement. Ad adesso siamo riusciti a coltivare più di 100 specie di piante. Jusqu'à présent, nous avons réussi à cultiver plus de 100 types différents de plantes. Arrivando fino a vedere addirittura fioriture sott'acqua. Nous avons pu observer la floraison des plantes sous l'eau. Germinazioni e seconde e terze generazioni di piante cresciute sempre solo sott'acqua. Okay. L'impollinisation des plantes et on a pu observer la croissance de deuxième et troisième génération des plantes sous l'eau. I benefici per i nostri clienti sono quindi molteplici. Les bénéfices pour nos clients sont multiples. Noi forniamo un modo per coltivare in luoghi dove non sarebbe possibile. Nous fournissons une solution pour cultiver dans des endroits où normalement ce serait impensable. Rendendo resiliente la filiera produttiva locale. En rendant résilient la filière produttive locale. E riducendo anche le emissioni ovviamente nei trasporti. Et en réduisant aussi les émissions dans les transports. In più ci sono dei side gains considerevoli. Et en plus de ça, il y a des bénéfices secondaires importants. Come l'attività turistica che deriva da un laboratorio bellissimo. Comme l'activité touristique qui dérive d'un laboratoire caractéristique magnifique, beau, incroyable. Aujourd'hui, vous avez des installations à différents endroits. Est-ce que tu peux nous parler un peu des endroits où vous êtes, premièrement, et deuxièmement, les produits qui sont très spécifiques, à qui vous les vendez? Al momento abbiamo varie installazioni, forse la più famosa è l'impianto pilota in Italia. En ce moment, nous avons plusieurs installations, mais la plus importante est en Italie. Ne abbiamo altre al mondo che paradossalmente sono segrete al momento. Nous en avons plusieurs dans le monde, mais que pour le moment sont secrètes. On ne peut pas les révéler. I nostri clienti vogliono un prodotto high-end e questo ci permette di reinvestire nella ricerca. Nos clients, ils attendent des produits de haute qualité et ça nous permet d'investir dans la recherche. A livello di
dati, Au niveau des données, la nostra produzione è 10-15% più veloce notre production est de 10-15% plus efficace, rapide. del 25% consumo di minori risorse per la stabilità termica, De 25% de meilleure consommation d'énergie thermique. Non? e il contenuto in oli essenziali è molto più alto del normale. Et le contenu en huile essentielle est beaucoup plus haut du niveau normal. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous invite, en fait, ça coupe le micro quand une autre personne parle. Tout le monde a compris maintenant. Moi, pas toujours. Je vous invite vraiment, après la conférence, à aller sur Nemo's Garden sur YouTube. Vous allez voir, il y a des images assez dingues. Après, on voit les produits finis. Dernier mot, ce que vous produisez, c'est donc pour des huiles essentielles, c'est des aromates. Est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes les produits exactement? Il prodotto è soprattutto in erbe aromatiche per una questione di dimensione. Les produits, pour le moment, sont surtout concentrés sur des herbes aromatiques pour une question de dimension. Ma siamo convinti che una frontiera sia quella dei microgreens. Mais on est convaincu qu'une frontière est celle des macro-greens. Ok, merci beaucoup. Merci Palma, bravo. Alors, merci. Mais il y aura un mot de conclusion, donc c'est pas totalement terminé. Merci à tous. Mais je vois que tu prends beaucoup de plaisir. Je vois que tu prends beaucoup de plaisir à faire cette traduction. On enchaîne avec Martine, qui est sur des sujets de développement durable depuis quand même pas mal d'années. Ne le dis pas. Voilà, aujourd'hui, les projets dont tu as commencé à nous parler un petit peu, est-ce que tu peux rentrer dans le détail, nous raconter? Parce que là aussi, il y a beaucoup de poésie. Voilà, c'est 20 000 ingénieurs qui bossent sur des infrastructures et en fait, c'est aussi des poètes. Et on a besoin d'ingénieurs et de poètes pour le monde de demain. Donc, chez Aegis, on est bien. Voilà, oui, je vous ai montré tout à l'heure un éco-récif artificiel. En fait, c'est une aventure qui a démarré il y a une quinzaine d'années avec un de nos ingénieurs écologues et qui était également un fou de plongée et donc qui était complètement désespéré de voir la dégradation des fonds marins et en particulier du coralligène qui est un écosystème rocheux le long de nos côtes méditerranéennes. Et il faut savoir que cet écosystème, c'est un hotspot de vie marine, si tant est qu'il est en bonne santé. Et lorsque cet écosystème est dégradé, il met plusieurs décennies pour se régénérer. Et donc cet ingénieur a eu l'idée de concevoir cet éco-récif qui va imiter le milieu naturel, donc dans sa complexité architecturale, avec de la microporosité, de façon à offrir un habitat de substitution qui va permettre aux espèces de proliférer le temps que le milieu se régénère. Donc c'est un gros pouce, un gros coup de pouce à la nature. Alors, ça n'a pas été un one-shot, juste un prototype, puisque à partir de cette initiative, on a finalement développé une filiale qu'on appelle Seaboost, et qui est spécialisée sur les solutions biomimétiques, donc inspirées de la nature. Et par ailleurs, cela nous a conduit également à revisiter la façon dont on conçoit aussi nos ouvrages maritimes, donc c'est-à-dire les piles des ponts, les quais, les digues, de façon à ce que ces ouvrages, bien sûr, aient leur fonctionnalité technique, mais également sont en capacité d'accueillir la vie. Donc même dans le BTP, on peut avoir des produits 2 en 1. Voilà. Et au-delà de ce côté réhabilitation de la biodiversité, nous avons souhaité aussi embrasser l'enjeu de la protection de nos côtes contre l'érosion au regard des effets du changement climatique.
Et là encore, la nature est une source d'inspiration incroyable. Donc nos ingénieurs ont analysé le système des mangroves, le système des racines des palutuviers, et ça leur a donné donc l'idée de mettre en place un dispositif qui va atténuer l'énergie de la houle, et donc qui va protéger les côtes de l'érosion, qui va permettre de stabiliser la sédimentation et en plus, bien sûr, la colonisation des espèces. Et donc là, on a un exemple de couteau suisse des services écologiques. Donc voilà pour cette initiative. Quel est le modèle économique derrière? C'est des collectivités qui vous achètent ça? Absolument, et parce qu'il y a la conception, il y a, il y a également la mise à disposition des modules. Et question de curiosité, donc en fait, vous êtes en train de mentir aux poissons. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Mais c'est bien, on ne faudra pas leur dire. Donc, faudra pas leur toutes dire. les informations de, toute façon, de cette conférence sont confidentielles. Et vraiment, c'est très important parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 50% de la biodiversité marine, en fait, se situe le long de nos côtes. Donc, c'est pas rien. Okay. Et au bout de combien de temps ils sont fait avoir? Ils arrivent au bout de combien de temps? En fait, il faut à peu près entre 3 et 6 mois pour recoloniser un espace. Okay. Donc c'est un peu comme dresser un poisson. Hein, au bout de 3 mois, 6 mois, c'est bon, il se retrouve un peu chez lui. Tu voulais nous parler d'un autre projet que j'ai trouvé super intéressant aussi. Voilà, alors après vous avoir emmené dans les fonds marins, je voulais revenir un petit peu sur Terre et de vous parler de séquestration carbone. Et parce que, en fait, la solution, elle peut aussi se trouver sous nos pieds. Et pourquoi sous nos pieds? Parce qu'il se trouve que le sol, c'est un coffre-fort à carbone. Le sol, c'est un des milieux naturels qui séquestre le carbone. Et là, c'est toujours pareil. Il séquestre le carbone si tant est qu'il est en bonne santé. Et donc, on a mis en place, via une start-up Solise, toute une gamme de services qui va permettre d'apprécier la capacité de séquestration du sol, alors avec de la télédétection, avec de l'IA, et si le sol n'est pas en bonne santé, avec des solutions basées sur la nature, de le régénérer. Donc les acteurs économiques qui sont intéressés, ce sont tous les acteurs qui ont des fonciers et qui vont donc pouvoir utiliser leur propre foncier pour faire de la compensation de leurs émissions résiduelles. Et donc nous l'avons déjà expérimenté chez nous dans le cadre d'un terrain d'un aéroport à Abidjan, pour lequel nous sommes exploitants. Et donc très concrètement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une ceinture maraîchère et agroforestière avec des essences de plantes et d'arbres qui ont été choisis pour leur capacité à fertiliser et à enrichir le sol. Et nous avons également revégétalisé tous les délaissés, les abords des aéroports, hein, qui sont souvent délaissés. Et pour ce faire, on a utilisé du compost sur la base des biodéchets qui provenaient de l'aéroport et des sites agricoles. Donc, on va utiliser le gros mot, enfin, c'est de l'économie circulaire pour de vrai. Et ce que je trouve sympa dans ce projet, c'est que, au-delà des bénéfices environnementaux, c'est qu'il y a des co-bénéfices socio-économiques, parce que tout cela a été fait en concertation avec, bien sûr, les populations locales. Et donc, on a plus de 1000 riverains qui, finalement, aussi ont un revenu grâce à cette activité des sites agricoles. Et donc, ils peuvent venir au bord de l'aéroport pour récupérer... Ils cultivent, absolument. Ouais. Et la séquestration, question technique et presque précise, c'est par rapport au bilan carbone de l'aéroport. Est-ce que vous avez fait des calculs ou vous dites c'est deux sujets trop différents et donc on ne peut pas regarder? En fait, cet aspect, donc la séquestration, c'est un des 3 piliers hein, quand on s'attaque à la lutte contre le changement climatique. Vous avez les actions à faire pour atténuer
donc les actions d'atténuation et de réduction. Vous avez les actions d'adaptation, c'est-à-dire lutter contre les effets, et la séquestration, c'est-à-dire comment on peut finalement agir pour pouvoir séquestrer, capter le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et avec ce système, on voit qu'on peut arriver à faire une compensation d'un tiers des émissions qui sont liées au fonctionnement de l'aéroport. Ok, très bien. Tu es aussi en... On va faire une petite session de questions-réponses à la fin, donc si vous avez des questions. Tu es en charge aussi de l'engagement. Est-ce que tu veux nous parler d'engagement de la Fondation? Oui, donc effectivement, j'ai le plaisir également de présider la Fondation Aegis, qui est dédiée à la lutte contre le changement climatique et la transition juste. Et dans le cadre de cette action, on organise chaque année un challenge avec les étudiants du monde entier sur la thématique « S'adapter et vivre ensemble face aux risques climatiques ». Alors, on parle beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes, et moi, je pense que face à l'éco-anxiété, rien ne vaut que l'éco-action. Donc, c'est ce qui nous animait pour mettre en place ce concours. Alors, nous sommes à la 3e édition. L'année dernière, c'est plus de 1700 étudiants du monde entier, 60 pays qui se sont mobilisés. C'est quand même un truc de dingue. Et moi, personnellement, je suis vraiment toujours vraiment enthousiasmée par voir la créativité de ces jeunes et leur détermination à trouver, je veux dire, des exemples, des solutions très, très concrètes. Alors, c'est un concours, un challenge d'innovation un peu particulier parce qu'on n'a pas voulu faire quelque chose de one-shot, on a voulu vraiment offrir un parcours aux étudiants, donc ça dure plusieurs mois, leur permettant d'acquérir des connaissances. Donc, on leur donne accès à des échanges avec des scientifiques de haut vol. Ils bénéficient de mentors, avec nos experts internes. Et puis, en ce qui concerne les lauréats, s'ils le souhaitent, on leur donne un coup booster où également on soutient la mise en œuvre concrète de leur idée. Et l'année dernière, c'est un groupe d'étudiants de l'université de Katmandou qui a imaginé mettre en place des jardins de pluie, dont la fonction, c'est de pouvoir capter, collecter, filtrer l'eau des moussons de façon à réduire le risque de l'inondation. Voilà. Merci beaucoup. Seaboost, Soilis, ça c'est des projets d'intrapreneurs de chez vous? Absolument. Ouais, et voilà. De la même façon, enfin, ce qu'on avait déjà vu, moi avec Martine, enfin, je connais assez bien Aegis et ils étaient sur la table ronde que j'avais animé, ouais. C'était certains porteurs de projets. L'intrapreneuriat, c'est vraiment une solution extraordinaire parce que le collaborateur qui a envie de porter un projet, il sera beaucoup plus confort au sein de l'entreprise, il aura des moyens, il sera soutenu par son entreprise. Voilà, et c'est comme les hackathons ou en tout cas les programmes que vous faites avec les étudiants. C'est hyper générateur de nouvelles idées et c'est une façon de recruter qui est hyper intelligente. On enchaîne avec Emmanuelle, donc directrice scientifique de Saint-Gobain Paris Research, qui a quelques centaines de chercheurs qui bossent 500, ouais. Sous sa responsabilité. Saint-Gobain, une très vieille maison et en même temps une entreprise très innovante qui participe évidemment à la rénovation de l'immobilier en général de la ville, qui a un bilan carbone, mais avec tout ce qu'elle installe, elle permet d'éviter énormément d'émissions et beaucoup plus qu'elle n'en émet. Là aussi, je les mets un peu en parallèle dans une phrase, mais c'est à distinguer. On ne fait pas le chiffre en plus, moins les évitements. Aujourd'hui, en ce moment, sur quel projet vous êtes en train de travailler? Quelles sont les innovations qui sont en train de sortir de chez vous? Merci Thomas. Alors, du coup, pour introduire un peu avant de répondre à ta question, moi j'aimerais rappeler le problème principal sur lequel on travaille, qui est l'empreinte environnementale du secteur de la construction. Donc là, on est en fin de journée pour voir si tout le monde est un peu réveillé. J'ai un petit quiz pour vous. À votre avis, l'industrie, le domaine de la construction, quelle est sa contribution, quel pourcentage aux émissions mondiales de CO2? Parce que vous Non, on va faire petit A. Allez, petit A, 10%, petit B, 20%, petit C, 40%, petit D, 60%.
On entend pas mal de 40 et on entend quelques 20. Levez la main à 20. Ouais. Levez la main à 40. Bon, c'est bien l'Université de la Terre. C'est là où on voit qu'on a une audience qui connaît bien les chiffres et vraiment je vous félicite parce que les ordres de grandeur, il faut les connaître, c'est comme ça qu'on prend des bonnes décisions. 40% des 50 milliards de tonnes de CO2 que nous, l'humanité, on émet chaque année, donc c'est énorme. Là-dedans, 12% qui viennent de la phase de construction elle-même, 28% de l'usage du bâtiment, d'où l'impératif de la rénovation, de l'adaptation au changement climatique. Et là, je vais plus me concentrer sur les 12%, sur réduire l'impact carbone de la phase de construction avec les procédés industriels, avec le carbone embarqué dans les matériaux, ce sur quoi Saint-Gobain, on veut travailler, parce que quand on dit qu'on veut être neutre en carbone, ce n'est pas en compensant les émissions qu'on peut éviter avec nos produits, c'est vraiment neutre en carbone sur nos émissions à nous. Alors, prenons l'exemple des fours verriers. Le verre, c'est un matériau qui est fait à très haute température, à 1500 degrés. Donc c'est bien chaud, hein, on est d'accord. Et donc c'est très énergivore. C'est pas les perspectives du GIEC. Hein. Vous avez bien suivi. On parle du four. Et c'est une énergie qui est carbonée de nos jours. Donc on travaille sur plusieurs aspects. Tout d'abord, électrifier nos fours, ce qui implique de changer leur design. Mais on travaille aussi à incorporer de plus en plus de verre recyclé. Et ça, c'est bénéfique parce que ça contribue à une économie plus circulaire, mais aussi ça diminue la consommation énergétique totale des fours d'avoir plus de verre recyclé, parce qu'on part déjà de verre qu'on doit juste refondre et on ne paye pas le prix énergétique de réactions chimiques quand on part d'autres matières premières. Et donc, Saint-Gobain a sorti une nouvelle gamme de verre, le verre Orae, qui incorpore 64% de verre recyclé. Donc ça, c'est un progrès dans cette direction. On a aussi lancé récemment un nouveau four pilote. Pour le moment, c'est juste un pilote qui permet de recycler maintenant du verre d'isolation, des matelas de laine de verre, pour digérer cette laine de verre et la réchauffer. Donc vous imaginez bien qu'un matériau qui est fait pour de l'isolation thermique, c'est pas évident à réchauffer, hein. On a quelques défis scientifiques de ce côté-là, mais du coup, on a des matériaux qui étaient des déchets jusqu'ici et qui vont pouvoir rentrer dans une boucle d'économie circulaire grâce à ce nouveau design de four. Donc le verre recyclé, l'économie circulaire, sur le papier, c'est super, c'est bon pour réduire les déchets, pour réduire le CO2, mais ça pose aussi tout un tas de problèmes parce que dans le recyclage, il faut trier, il faut séparer les matériaux et ça donne tout un tas de problèmes sur lesquels on est très content de travailler dans le centre de recherche. Par exemple, le tri optique du verre recyclé. Et c'est le cas aussi pour d'autres matériaux comme les plaques de plâtre. Le plâtre, c'est comme le verre, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini, mais petit détail qui a son importance, il faut arriver à séparer le papier à la surface de la plaque de plâtre du matériau plâtre lui-même. Et donc, on a des nouvelles gammes de plâtre fabriquées à partir de plaques complètement recyclées, 100% au Royaume-Uni, mais c'est très compliqué, ça a un coût, parce qu'il faut séparer, c'est difficile, et donc on travaille pour améliorer ça. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer la séparation des matériaux? Et c'est là où je vais revenir au verre marin. Vous ne l'avez pas oublié, mon petit verre marin. Le petit verre. Donc, ce petit verre, il est dans la famille des verres tubicoles. Joli nom, n'est-ce pas? Donc, sous l'eau, il se construit une petite maison en venant coller ensemble des grains de sable du fond marin. En anglais, on l'appelle le verre château de sable, c'est assez joli, le sandcastle worm. Et notre petit verre, il est en fait capable de résoudre non pas un, mais deux problèmes qu'on a dans l'industrie de la construction. Le premier, c'est de coller sous l'eau, c'est pas évident, ou en tout cas en environnement très humide. Et le deuxième, c'est d'arriver à coller et décoller à façon, avec des colles très réversibles. Donc, et là où notre petit verre, il est très fort, c'est qu'il maîtrise très bien la chimie des colles, ou pour être plus précise, la chimie des polymères. Donc, les polymères, ce sont ces perles, ces brins de molécules qui s'enchaînent et qui peuvent se brancher les uns aux autres. Donc les polymères, ces colliers de perles, vous en avez partout. Vous en avez dans votre corps avec l'ARN dont on parlait juste avant, avec Clémence, avec la lignine dans le bois et le papier, aussi dans les plastiques, donc des polymères naturels et synthétiques.
plus c'est branché dans tous les sens, plus ça colle, plus ça fait une colle forte. Et notre verre, il utilise des colliers de perles qui se détachent et s'attachent à façon selon qu'on a du sel qui est dissous dans l'eau, et il est capable de venir injecter de l'eau avec plus ou moins de sel, et comme ça de faire le collage et le décollage. Alors, cette idée, on l'a reprise dans le centre de recherche pour faire des colles qui collent instantanément quand on les asperge d'eau et qu'on peut décoller quand on met de l'eau salée. Alors, ça a l'air très simple, dit comme ça, mais c'est un peu plus compliqué que juste de dire « Ah, le verre fait ça, faisons-le ». Il faut voir que notre équipe de chimie de la construction travaille avec des laboratoires du CNRS, avec des thèses de doctorat, pour trouver le bon dosage de la formule de la colle pour l'adapter à nos matériaux de construction. Donc, est-ce que dans le futur, on arrivera à transformer complètement la manière dont on fabrique des matériaux de construction? Par exemple, avoir des micro-usines, pas seulement que ce soit de l'inspiration, mais je me tourne aussi vers Clémence, qui travaille dans les biotech, pour avoir des petits verres tubicoles ou d'autres organismes qui fabriquent des maisons, des matériaux de construction. Pour le verre, par exemple, il existe des algues microscopiques qu'on appelle les diatomées, qui fabriquent de la silice, c'est le constituant essentiel du verre. Mais à l'heure actuelle, il ne s'agit bien sûr pas d'une production industrielle. Donc, pour le moment, on a besoin à la fois d'inventer, de rêver à des idées qui sont des solutions complètement différentes, comme le verre marin ou les algues qui font du verre, mais on a bien sûr aussi besoin de travailler sur des projets très concrets, les procédés d'aujourd'hui, avec la transformation des fours verriers actuels. Donc, vous voyez bien, le titre de cette université de la Terre, c'est « Nature égale futur ». On voit bien la source d'inspiration que peut être la nature. Le sujet du biomimétisme est un sujet qui se développe fortement. Il y a quelques bouquins à la librairie, donc c'est vraiment... Et on avait parlé aussi de... On a parlé un peu de papillons, tous les deux, là où on s'est croisés. Est-ce que tu peux revenir sur cet exemple? Alors, c'est un autre exemple d'inspiration de la nature. Vous avez peut-être déjà vu des ailes de papillons qui changent de couleur quand on les regarde à des angles différents. Et on réfléchit à faire des couches à la surface du verre qui sont inspirées du même type de structure que ce qu'on a dans les ailes de papillon pour mieux contrôler les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur d'un vitrage pour avoir des verres plus isolants. Super, merci beaucoup. Moi, je trouve hyper intéressant de voir comment l'industrie un peu lourde s'inspire de micro-verres et de papillons. C'est quand même assez fantastique. On va rester sur des choses assez poétiques, évidemment. Annika, directrice de la RSE de Balenciaga depuis 5-6 ans. Tu nous as déjà présenté un certain nombre de looks qui étaient sortis la semaine dernière pendant le défilé. Aujourd'hui, la question, c'est justement par rapport à ces collections, comment vous prenez en compte les enjeux environnementaux dans les produits qui sont sortis dans le défilé? Tu nous as donné quelques exemples. Est-ce que tu peux nous expliquer et rentrer un peu dans le détail sur ces sujets? Bien sûr. Donc on va commencer, avant que je réponde à la question, on va commencer par notre stratégie. On a une stratégie bien définie chez Balenciaga qui repose sur 3 piliers. D'abord, on a l'impact. Il faut réduire l'impact négatif à tous les niveaux de notre chaîne de valeur. Mais on peut aussi parfois le rendre positif en contribuant à améliorer la santé des sols. Et il faut aussi évidemment le mesurer. Pour le produit, deuxième pilier, choisir des matières qui sont alignées avec les standards Kering, travailler sur la traçabilité et aussi s'assurer que nos produits sont fabriqués dans des excellentes conditions. Impulser, c'est le 3e point, impulser un changement systémique dans l'industrie en étant actif dans un écosystème de fournisseurs, d'innovateurs, des fédérations, des écoles. Et aussi, quand ça, le sujet le permet, discuter aussi avec d'autres marques dans l'industrie. Donc, pour revenir à la question, je rappelle que dans nos collections, une grande partie de nos matières, dans nos portefeuilles matières, ce sont des matières naturelles. Donc, c'est de la laine, la soie, le coton, etc.
Donc nous avons aussi un intérêt en fait de s'assurer que nos pratiques sont responsables, aussi durables, aussi pour s'assurer que ces matières vont toujours être là, disponibles dans le futur. Donc c'est future-proofing our business, désolé pour l'anglicisme. Et comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Ça passe par les data et par mesurer notre empreinte via la méthodologie Kering qui s'appelle le Environmental Profit and Loss. En fait, c'est un compte de résultats environnemental qui est une approche rigoureuse et chiffrée où, par la collecte des data, nous pouvons mesurer notre impact sur toute la chaîne de valeur, en commençant par le champ, la ferme, en allant jusqu'au client final, et en passant aussi par les défilés, la communication, le transport, les boutiques. Et si on aime bien collecter beaucoup de data, donc si je regarde pas seulement ce défilé, mais si je regarde l'ensemble de nos matières, le volume de nos matières, sur 2024, nous sommes plus que 80% d'alignement avec les standards Kering chez Balenciaga aujourd'hui. Il y a un objectif qui a été fixé d'être à 100% sur 2030 ou quelque chose comme ça. Fin 2025. Fin 2025, carrément. Travail dur pour close the gap. Et donc, comment vous assurez du sourcing? Vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez depuis de longues années. C'est quelque chose où vous les faites progresser. Il y a beaucoup de maisons qui font comme ça chez Kering. Voilà, comment vous vous assurez du sourcing? Pas seulement chez Kering, il y a plein de marques. Et après, il y a d'autres maisons qui ont des approches très responsables. Ouais. Ça se passe aussi via la traçabilité. Je pense que peut-être un peu différemment à d'autres secteurs de l'industrie, le secteur de la mode a une chaîne de valeur qui est très fragmentée. Nous avons plusieurs collections par an. Dans chaque collection, nous avons plusieurs types de produits ces produits sont tous faits de matières différentes et parfois nous avons besoin aussi d'un artisanat très spécifique et on a des exigences de qualité très importantes. Donc pour répondre à ce mode de fonctionnement, nous avons besoin d'un portefeuille de fournisseurs très large. Donc quand je reviens à la traçabilité, pour savoir ce qui se passe partout dans ce monde, en fait, ça devient compliqué. Mais nous avons l'habitude, encore une fois, grâce à la méthodologie IPNL, ça fait 10 ans qu'on collecte du coup les informations pour pouvoir mesurer notre empreinte environnementale. Donc, on va faire ça ensemble avec nos fournisseurs. Dans les années 2020, on avait très envie de commencer à communiquer sur nos efforts et aussi pour essayer à contribuer, de pousser l'industrie dans la bonne direction. Mais avant de communiquer, en fait, il faut être sûr de ce qu'on dit. Donc, on s'est mis à collecter aussi des certificats, des preuves de ce qu'on allait dire. Et à l'époque, c'était assez difficile parce que aussi les fournisseurs, ils ne sont pas vraiment la structure pour répondre à ces questions-là. Donc, c'était très manuel avec des PDF et des fichiers Excel. Après, on avait la loi GEC et nous, on était obligés de publier un certain nombre d'informations auprès de nos clients en 2023. Donc, on a mis en place bien avant, 1 an et demi avant, on a élargi en fait le nombre de KPIs qu'on allait récupérer auprès de nos fournisseurs et on a commencé aussi à ajuster notre système d'informatique et aussi essayer de pousser ces collectes d'informations sur d'autres équipes et pas seulement d'équipes de développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes, il y a le CSRD, il y a d'autres réglementations qui arrivent sur l'horizon. Et pour anticiper cela, nous travaillons depuis un moment maintenant pour digitaliser et vraiment plus embarquer nos fournisseurs dans cette collecte des données. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est devenu un sujet complètement transversal dans l'entreprise, avec plein de départements impliqués, de la compliance, du développement, de production, même le design, le légal et le développement durable, par exemple. Donc quand vous achetez un vêtement Balenciaga, il y a plein de data partout, que vous ne verrez pas, elles sont cachées, mais que Annika connaît. Donc si vous voulez les chiffres,
Voilà. Et troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la sortie de The Good qui est sortie il y a quelques jours, l'ère des coopérations. On dit il faut innover, beaucoup innover dans les années à venir parce qu'on a un retard, etc. Et le deuxième levier, c'est vraiment les écosystèmes, la coopération. C'est un peu le bouquin de Servigne, la coopération, l'autre loi de la jungle. Vous, aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes dans un écosystème? Quel type de partenariat vous avez? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et forcément un peu des bénéfices qu'il y a derrière ces partenariats. Oui, et pas seulement des bénéfices, on ne peut pas faire sans ces écosystèmes, en fait. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. Et cet écosystème, ça commence aussi en interne par les collaborateurs. Il faut insuffler une culture forte, en fait, de développement durable dans la maison, dans la société, et faire en sorte qu'il y a une culture aussi de collaboration qui s'installe. Cette collaboration ne se limite pas aux collaborateurs, il faut aussi l'étendre à nos fournisseurs. Nous, on n'est rien sans nos fournisseurs. Hein. C'est plus qu'un fournisseur, ça devient des partenaires. D'autres partenaires très importants pour nous, ce sont des innovateurs. Avec les innovateurs aujourd'hui, on travaille pour préparer les matières de demain qui, on espère, sera encore moins impactant que les matières, même les cotons bio, les recyclés d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même il y a une petite urgence. Nous participons aussi dans de nombreux groupes de travail, par exemple avec FHCM, la Fédération de la haute couture de la mode. Donc on a l'opportunité de discuter avec d'autres marques sur des sujets précis aussi pour faire avancer et instaurer de bonnes pratiques dans l'industrie. Nous faisons partie du groupe Kering. Donc c'est un petit écosystème en soi. Nous parlons beaucoup avec des autres marques et on a un soutien très fort aussi du corporate Kering, où il y a une grande équipe développement durable avec une cinquantaine de personnes. Et Kering, parce que nous, on n'a pas cette échelle-là, Kering aussi, ils mettent en place, par exemple, des initiatives qui contribuent à faire aussi bouger l'industrie. Par exemple, en 2021, ils ont créé la Regenerative Fund for Nature, ensemble avec Conservation Internationale, avec l'objectif de transformer 1 million d'hectares de pâturage, de champs, en espace d'agriculture régénératrice. Regen. Très bien. Ok, merci beaucoup. Ces coopérations, elles se font partout, dans plein de secteurs et tout. Après, c'est évidemment regardé par les lois l'État, et notamment pour faire attention à respecter la concurrence. Donc, c'est pas facile de monter ces coopérations, mais on voit bien que c'est un sujet qui explose. Oui, et après, je pense qu'il faut dire aussi quand ça a l'air top tout ça, mais en fait, on n'est pas du tout parfait. Hein. Par ce travail-là, avec le portefeuille de matières et de fournisseurs qui changent en fait tous les jours, on n'arrive pas à ces 100%, mais il faut bien avancer ensemble. Ouais, mais regardez, suivez les actualités de Kering et en particulier de Balenciaga, parce que je trouve que dans la collection qui a été présentée la semaine dernière, il y a vraiment beaucoup de preuves, et c'est ce qu'on attend de la part d'une entreprise, de son engagement réel. On va rester dans les vêtements, mais ça va être aussi un petit peu différent. Moi, je les ai vus débarquer sur les pistes il y a une quinzaine d'années. C'est très coloré, c'est très fun, c'est une marque hyper cool. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine du projet, quand vous êtes lancé? Tu as commencé à nous donner quelques éléments, et surtout de l'actualité, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes allé très loin dans cette logique-là. Donc, quels sont les next steps? Il y a déjà certains éléments qui sont sortis récemment. Enfin, tu as plein de choses à nous raconter. Vas-y. Donc Picture, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une marque d'outdoor avec une dimension native dans la démarche RSE, puisqu'on est né en voulant démocratiser l'achat responsable, c'était le postulat de base. Et on est parti de rien. Moi, j'arrivais de chez Coca-Cola, mon associé, il construisait des maisons éco-responsables passives, et c'est lui le directeur artistique et le designer de la marque, et l'autre, il était dans l'informatique. Donc on s'est retrouvé à se dire, on va monter une marque de vêtements, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Nous voilà à prendre nos petits billets d'avion pour visiter des usines. On avait identifié des certifications. Donc il y avait GOTS, Global Organic Textile Standard, il y avait GRS, Global Recycled Standard. Et on a commencé à visiter des usines qui faisaient ce type de produit pour essayer déjà de comprendre. Et puis à travers des rencontres, on s'est fait mentorer et puis on a appris petit à petit, on a fait notre cheminement. Et notre cheminement, il s'est phasé sur ces 17 années sur une, on va dire, grande évolution dans nos usages de matières premières. Notre première étude d'ACV, donc d'empreinte carbone, on l'a faite en 2011, donc 3 ans après notre naissance. C'était assez pionnier en la matière parce que c'est quelque chose qui se faisait quasi pas. Et tout de suite, on a voulu adresser ce qui avait la plus grosse impact chez nous, qui étaient les matières premières qu'on utilisait. Donc, produisant essentiellement des produits techniques d'outdoor, donc des vestes étanches, vestes de ski isolantes et t-shirts techniques respirants, on a commencé à travailler sur les fibres nylon et polyester. Et donc ça, je vais revenir sur notre cheminement. Et puis, je vais faire les grandes étapes d'abord. En 2018, on a commencé à se dire, mais finalement, la croissance infinie n'existe pas. Aujourd'hui, plus on grossit, plus on a un impact, et plus, finalement, on va à l'encontre de notre mission initiale. Donc la question, c'est de se dire comment on va réfléchir notre modèle d'affaires. Et on a participé à la Convention Entreprise pour le climat il y a 2 ans maintenant, et ça nous a permis vraiment de construire l'écriture de ces nouveaux récits. Et les nouveaux récits, ça va être la 3e partie de mon talk. Mais j'y reviens. Donc si on part maintenant sur la partie matières premières, on a commencé avec des premiers fournisseurs qui faisaient des bouteilles de plastique recyclées. On avait un impact carbone qui était 2 fois moins gros que sur du polyester conventionnel. Et en plus, ça tombait bien, notre volonté c'était de sortir de tout ce qui était extractif au niveau des ressources planétaires, et on utilisait un déchet qui devenait notre gisement de matières premières. On s'est vite rendu à l'évidence que sur les polyesters recyclés, il y avait beaucoup de business parallèles, puisqu'il y a une économie, il y a forcément des gens qui s'engouffrent dedans. On s'est retrouvé à visiter des usines qui produisaient des bouteilles pour elles-mêmes les recycler et nous vendre au double du prix du polyester recyclé, effectivement issu de bouteilles, mais qui était issu de bouteilles fabriquées. Alors, ça, c'est la petite histoire qu'on aime bien raconter parce que ça nous est tombé dessus et c'est un fait qui existe. Heureusement, c'est pas comme ça partout, mais ça peut arriver. On a derrière notre réflexion, elle s'est orientée à se dire, bah tiens, il y a peut-être une réflexion si on veut également. Tout à l'heure, tu le disais sur la captation du CO2, on peut peut-être avoir un produit à double effet, un produit dont la production permet à la fois de capter du CO2 et l'impact est bien réduite. Donc on s'est orienté avec des nouvelles technologies sur des polyesters biosourcés, donc qui étaient biosourcés à partir de déchets de canne à sucre. Donc l'industrie alimentaire extrayait le sucre de ces cannes à sucre et avec les déchets, on récupérait, on en extrait l'éthanol, donc le monoéthylène glycol nécessaire à la construction du polyester, donc c'est PTA plus monoéthylène glycol égale la fibre. Mais le PTA restait une source pétrolée extractive pour le coup. Mais par contre, le fait d'avoir toute une agriculture qui, elle, capte du CO2, on avait un produit qui était, on va dire, le compromis le plus vertueux à ce moment-là. Et derrière, en 2020, on a commencé à travailler avec une société, donc là c'est une société chinoise qui s'appelle Jiaren, qui avait commencé à innover. Et là, pour le coup, la Chine était vraiment en avance sur l'Europe, sur la collecte de déchets textiles polyester, le tri de déchets textiles, puisqu'on sait que c'est que 3% du textile planétaire qui est recyclé. Le reste finit enfoui ou brûlé. Et donc là, avec ces gens-là, on a commencé, donc dans la boucle, il y avait Patagonia, il y avait Decathlon, il y avait H&M qui étaient impliqués dans ce projet. Donc quand on parlait de coopération et de coopétition, on a beau être compétiteurs sur certains sujets, on doit coopérer, et parce que c'est des industries de volume et de masse qui font que les projets deviennent viables. Dès la jeunesse des projets, on était pas mal dans la boucle. Et donc là, à travers la collecte de ces vêtements, c'est un nouveau procédé de recyclage, alors pour le coup chimique, donc il va avoir d'autres impacts. C'est toujours un système. Donc quand on fait un truc d'un côté, il se passe quelque chose de l'autre. Donc c'est comment on trouve le bon équilibre. Il n'y a pas forcément la bonne solution. Mais en tout cas, on bosse toujours pour aller dans une démarche d'amélioration. Et ce processus de recyclage du vêtement nous permet d'adresser une vraie problématique de notre industrie. On sait qu'aujourd'hui, sur Terre, en termes de vêtements polyester, on a 30 ans de gisements disponibles pour refaire des nouveaux produits. Donc ne serait-ce que si l'on souhaite adresser l'industrie textile, on est capable aujourd'hui pendant 30 ans, si on arrêtait de produire, de continuer de produire. Donc de ce postulat, on s'est dit, bah, go, on attaque là-dessus.
Et on a lancé nos collections. On va avoir quasiment 80% de nos produits synthétiques aujourd'hui qui sont faits sur ces bases-là. Et là, chouette, nos amis européens et français, soit dit au passage, ont accéléré les démarches d'innovation des polymères. Et on a développé un partenariat avec une société qui s'appelle Carbiose. Peut-être certains d'entre vous les connaissent. Ils sont incubés à Clermont-Ferrand chez Michelin aujourd'hui. Ils vont monter leur première usine pilote dans le nord de la France, donc associée à Refashion sur la collecte, etc. Donc un projet super intéressant. Et eux ont mis au point un système de recyclage enzymatique. Donc à partir d'enzymes, les enzymes vont, on va dire, grignoter la matière première textile, arriver à séparer même les déchets. Donc les déchets se retrouvent en bas des containers, derrière par gravité dans des grands bacs d'eau. Je ne vais pas vous détailler la technologie, mais en tout cas on arrive à dissocier le monoéthylène glycol dont on parlait tout à l'heure et le PTA pour derrière repartir sur la création d'une fibre vierge. Et on a des rendements qui sont quasiment 20 à 30% supérieurs au recyclage chimique historique. Donc ça, c'est des projets d'avenir. Et ces projets-là, ils sont corrélés, parce que là, on parle finalement, on parle d'amélioration et de réduction, mais on ne parle pas de transformation. Et si on veut être à visée régénérative, c'est comment on va transformer le modèle économique et le modèle d'affaires. Et donc là-dessus, on a mis en place 3 pistes. Aujourd'hui, on est à la jeunesse de ces projets. C'est la logique de vouloir vendre des usages au lieu de vendre des produits, puisque de toute façon, il faut que derrière, économiquement, on rentre suffisamment d'argent pour payer nos salariés, pour payer nos charges et pour que l'entreprise continue d'être pérenne. Donc c'est comment aujourd'hui on arrive à sortir d'une croissance ou ne serait-ce que d'une stabilité liée à un volume, mais on arrive à générer économiquement le cash différemment. Et donc là, on a mis en place des systèmes de location. On sait que le ski, qui représente 50% de notre business, c'est pratiqué au niveau européen, par les Européens, qu'une semaine à 2 semaines par an maximum. Et donc on a commencé à se dire, vendons-leur des usages. De la même manière que vous faites avec vos voitures, quand vous prenez des leasings, elles ne sont plus votre propriété, vous les rendez et vous gérez, vous, pour votre famille, le fait de toujours rouler dans une voiture qui est récente. Et derrière, c'est la responsabilité du constructeur, du coup, d'augmenter la durabilité des voitures, parce que s'il veut qu'elles durent longtemps, il en a la responsabilité. Donc, il a un intérêt économique à faire vivre le produit plus longtemps. Donc, l'obsolescence programmée devient derrière quelque chose qui est évincé des réflexions. Et donc, on travaille sur de la durabilité des produits qui s'améliorent. Et donc là-dessus, on a mis en place ça avec une politique de seconde main en se disant tous ces produits qui sont des produits issus de la location, c'est des produits qu'on pourra revendre derrière en seconde main et valoriser au moins au prix qu'on les a achetés. Et on pourrait arriver avec un produit à générer quasiment 4 fois la marge qu'on générait en vendant un, en le louant pendant 2 ans. Et donc là, c'est un modèle d'affaires aujourd'hui qui est au stade d'étude, mais c'est en place maintenant depuis 2 ans et on bosse là-dessus. Et derrière, il y a un modèle qui est la dernière partie, qui est la durabilité du produit. Comment j'accélère la durabilité? Là, on a mis en place des garanties réparabilité à vie, parce que le produit le plus écologique, c'est le produit qu'on garde, ce n'est pas le produit qu'on change. Donc, on a mis en place un système de garantie réparabilité à vie. On répare des vestes qui ont 15 ans, et c'est assez marrant à l'atelier, pour accélérer leur fin de vie. Et tout ça, ça mène à une chose, parce que ce qui est important pour nous, tout ça, ça a un coût, mais c'est les récits qu'on peut raconter derrière. Parce que si on veut que l'achat responsable se démocratise, il faut qu'il devienne cool. Il faut que consommer responsable, ça devienne cool. Il ne faut pas porter atteinte au portefeuille, parce qu'aujourd'hui, on est en climat de tension. L'inflation qu'on connaît, tout ce climat autour des guerres et autres, crée une insécurité. Les gens ont tendance à garder leur argent. Donc si on a envie qu'ils continuent à minima de consommer quelque chose, il faut leur raconter quelque chose qui leur donne envie. Et du coup, après, c'est tout ce récit. Tout à l'heure, quand on était à poil sur les photos, ce récit de dire le produit le plus écologique, c'est finalement qu'on soit tous tout nus. On a impacté les gens sur un message. Derrière, on va créer un capital d'intérêt pour la marque. De cet intérêt, ils vont s'intéresser à pourquoi je consomme, comment, et c'est à nous d'avoir des narratifs qui soient différents. Et ces narratifs, nous, marques, on doit endosser cette responsabilité, mais les médias doivent le faire, les influenceurs doivent le faire, et c'est par ces narrations qu'on transforme le monde. Et c'est pour ça qu'on croit vachement à ces consommations d'usage, parce qu'on pense que c'est par les narratifs collectifs que les gens changeront leurs attitudes. Extraordinaire, moi je suis fan. Oh. On pourra applaudir aussi les autres. Je ne sais pas si vous aviez déjà rencontré quelqu'un qui sort de la CEC, mais en général, il est dans cet état. C'est-à-dire qu'il dit, je veux devenir une entreprise à visée régénérative. Donc il y a 3 leviers que je reprends. Un, plus de siècle. Maintenant, si on me coupe la parole en plus.
1, plus de circularité, 2, plus d'économie de la fonctionnalité, 3, des nouveaux récits. Voilà. Après, le regen, on en reparlera dans 2-3 ans à l'Université de la Terre parce que ça rame un peu et on n'arrive pas à trouver beaucoup d'exemples à part Pocheco et 2-3 autres. Mais voilà, et à chaque fois que vous rencontrez un chef d'entreprise qui sort de la CEC, ben voilà, il est à bloc, il est à fond et il pousse les curseurs au maximum. La dernière session, c'est pousser les curseurs. J'étais avec les gens de l'industrie hier et aujourd'hui et la CEC, c'est recommandé à tout le monde. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise, il y a plein de thématiques, ça continue. Il va y avoir Industrie 2 qui va sortir. Merci beaucoup Julien, c'était passionnant. On a évidemment la chance d'avoir Arthur qui a eu cette idée de génie avec quelques potes de lancer au départ Time, mais maintenant on dit Team for the Planet. Rappelle-nous un peu ce qui s'est passé et après... on a parlé de plein de sujets quand on a préparé notre entrevue. Donc, parle de 1 ou 2 projets, mais après, moi, je veux bien aussi ton point de vue sur l'INO, elle existe déjà, et comment il faut faire pour la pousser. Donc, rappel sur Time for the Planet, 1 ou 2 projets, et après, tu y vas. Oui, carrément. C'est bon, vous m'entendez bien avec le micro de côté, là. J'ai l'impression d'être mesdames, messieurs les députés. Nous, pour la petite histoire, donc on est 6 entrepreneurs à l'origine du projet. On est des citoyens comme tout le monde qui avons essayé d'agir dans notre quotidien d'abord et qui se sont heurtés, comme plein de citoyens, au fait que voilà, quand on est tout seul, qu'on n'est pas milliardaire ou président de la République, on a quand même vite le sentiment que on n'arrive pas vraiment à changer les choses, à transformer les structures profondes du monde dans lequel on vit. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que on a beau changer notre quotidien, voilà, on voit bien que ça ne va pas changer tout le reste si on n'arrive pas à aller toucher ces structures. Et donc nous, on avait une conviction à l'origine, c'est que l'entreprise, c'est un outil d'action qui est formidable. On l'avait déjà pratiqué avant, on voit que c'est l'outil de la collaboration probablement le plus évolué aujourd'hui que les humains ont mis sur pied. Et donc là, on est sur un sujet de collaboration à très grande échelle où il va falloir mobiliser la force de travail de l'humanité, justement à grande échelle pour changer les choses. Et donc l'entreprise nous semblait être un super levier, mais on ne savait pas trop par quel bout prendre le truc. Et on a rencontré beaucoup de scientifiques au démarrage. On a eu la chance de rencontrer Jean Jouzel qui nous a parrainé dès le début, donc l'ancien vice-président du GIEC, qui nous a présenté tous ses amis et qui nous a dit, un peu comme les autres, en fait, on est complètement d'accord, il faut absolument que le monde de l'entreprise se saisisse de ces questions et qu'on arrive à penser des entreprises de A à Z pour qu'elles permettent d'accélérer la transition écologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et à chaque fois, en fait, le monde de la science nous remettait devant le même constat. Toutes les initiatives dont on a besoin pour faire cette transition à l'échelle, pour transformer ces fameuses structures profondes et transformer des secteurs très polluants, en fait, elles sont déjà là. On a un peu cette espèce de récit collectif de l'innovation miracle va apparaître et nous sauver. Mais en fait, tout est déjà là. Il y a déjà tout. Et d'ailleurs, c'est très souvent de la low-tech, voire même de la no-tech. Et c'est ça qui est intéressant. L'innovation, c'est faire autrement. C'est pas que des trucs qui bipent de partout. Et là où a démarré l'aventure Team for the Planet, c'est qu'à chaque fois, ces innovations qu'on rencontrait, elles avaient le même problème. En fait, elles ne passaient pas à l'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passaient pas à l'échelle, c'est pas qu'elles ne fonctionnaient pas, c'est qu'elles étaient portées par des profils ingénieurs, scientifiques, chercheurs, qui ne sont pas du tout des entrepreneurs. Donc quand il s'agit de trouver un modèle économique viable, de transformer l'innovation en entreprise, de recruter des talents, de trouver des clients, etc., c'est pas du tout, mais alors pas du tout leur métier. Je peux vous dire que là, j'ai eu une pensée de quelques-uns des ingénieurs qu'on accompagne aujourd'hui, et vraiment, c'est sûr et certain, c'est pas leur métier. Il n'y a pas un Larsen. Pardon, mais Il y a quasiment que des ingénieurs sur cette table ronde, sauf toi, moi. Mais ils sont d'accord en général. général. Julien touche sa bille. Ils sont d'accord en général. Et il y a un autre problème, et là on va toucher justement, pour moi, au fond du sujet, parce que c'est vraiment ça le sujet, en effet, c'est les modèles d'affaires. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs traditionnels du monde économique ne peuvent pas investir sur ces solutions parce que les standards de rendement sont extrêmement exigeants, parce qu'il faut faire des exits très très vite, parce que en fait on parle beaucoup de capital risque, mais il faudrait parler juste de capital, il n'y a pas beaucoup le mot risque, je vous assure. Et en fait, toutes les solutions dont on a besoin, on n'y va pas. On va que sur les trucs déjà très installés, très rentables, avec très peu de risques, qui sont déjà structurés. Et pourtant, tout est là. Et donc, nous, en faisant ce constat, on s'est dit, c'est fou, parce que déjà, on connaît des super entrepreneurs qui ont monté des très grosses boîtes, qui les ont vendues, et qui, justement, cherchent à donner un sens à leurs compétences entrepreneuriales, sans trop savoir par quel bout s'y prendre. Donc, l'origine de la démarche, c'est de se dire, on va faire le Tinder du climat, on va matcher d'un côté un Steve Wozniak, qui porte une super innovation capable de transformer un secteur très polluant, avec un Steve Jobs, qui va être capable d'en faire quelque chose qui se déploie à très grande échelle.
Et là où on a musclé un peu le jeu, c'est qu'on s'est dit, ça, il faut qu'on le fasse collectivement, hyper collectivement, parce qu'on croit beaucoup au pouvoir du collectif. Et donc, on s'est structuré comme un mouvement que n'importe qui peut rejoindre à partir d'1 euro. Voilà, ça prend 2 minutes directement en ligne. Et les gens ne font pas un don. Les gens deviennent actionnaires, copropriétaires de Team for the Planet. Et ça, c'est très important parce que ces actionnaires, c'est des ambassadeurs aujourd'hui. Et ça nous aide beaucoup, beaucoup plus que l'entrepreneur. En fait, bien sûr, ça permet de faire une tirelire collective pour financer les projets, mais au-delà de ça, on peut détecter des innovations partout dans le monde. Aujourd'hui, on a reçu 1700 dossiers grâce à la communauté. On peut sélectionner les pépites grâce à la communauté, là encore. On a 9000 bénévoles chez Team for the Planet qui s'impliquent sur une plateforme en ligne. C'est des gens qu'on a formés et qui nous aident à noter toutes ces innovations pour sélectionner les plus pertinentes. Ensuite, évidemment, on a un comité scientifique, un comité de marché, mais à la fin du process, on remet la sagesse des foules au cœur parce qu'on vote en assemblée générale. Aujourd'hui, on a 130 000 actionnaires qui ont investi de l'argent et qui décident tous ensemble des innovations sur lesquelles on va effectivement miser. Et ce qui est bien, c'est que ça marche en amont, mais aussi en aval, puisqu'une fois qu'on a lancé l'entreprise, qu'on a recruté le dirigeant, nous, on peut aller beaucoup plus loin grâce à cette grande communauté. On aime bien l'appeler la mafia du climat en interne, mais bon, on ne le dit pas trop en externe. Mais en tout cas, grâce à tous les actionnaires, on peut trouver des clients beaucoup, beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est une statistique qu'on a. Systématiquement, dans les 12 mois où Team for the Planet rentre, il y a les premiers clients. Alors que des fois, ils font de la R&D depuis 10 ans en amont. On peut recruter des talents. Nous, on restructure beaucoup l'équipe. Souvent, on amène des nouveaux postes clés, des CTO, etc. Pareil, là, on peut aller chercher vraiment des gens qui ont un très gros talent, qui sont très forts dans ce qu'ils font. Grâce à la communauté, on peut trouver des médias, on peut obtenir des rendez-vous avec des politiques, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a investi à peu près un peu plus de 35 millions dans 14 premiers projets. Je donnerai 1 ou 2 exemples. Mais en effet, il y a la façon dont on le fait qui est le plus important. Et pour moi, c'est ça la vraie innovation de Team for the Planet. C'est notre modèle d'affaires pour se donner le confort de pouvoir aller accompagner ces projets-là. Et nous, on a décidé que nos actionnaires investiraient de l'argent. Mais donc, ils investissent de l'argent dans Team for the Planet. Team for the Planet dépense cet argent dans des entreprises qui sont rentables. On ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite, on est tous d'accord. Mais par contre, l'argent qui remonte à Team for the Planet, nous, systématiquement, on le réinvestit pour relancer de nouvelles innovations et pour multiplier l'impact par euro investi. Et ça, on a créé un outil, on l'a co-créé d'ailleurs avec l'ONU qui a contribué, avec l'ADEME, avec Gold Standard, Demeter, pas mal d'entités, une 50aine d'experts carbone internationaux, qui s'appelle le dividende climat. Et donc le dividende climat, c'est un outil qui permet de mesurer le nombre de tonnes de CO2 évitées par euro investi pour que les actionnaires, les investisseurs puissent piloter la pertinence de leur investissement et de leur argent. Parce qu'on dit partout, il faut flécher des milliards vers la transition, mais on n'a pas d'outils pour comparer la pertinence de ces milliards qu'on investit. Donc le dividende climat est maintenant une association indépendante qui est présidée par Brune Poisson, qui est en train de bien grandir. Il y a plus de 100 fonds d'investissement maintenant qui l'utilisent. On parlait de Decathlon, ils distribuent du dividende climat. Enfin, ça nous a vraiment dépassé. Mais nous, ça nous permet, et ça permet à nos actionnaires, de vraiment piloter la stratégie de Team for the Planet, d'abord et avant tout avec de l'extra-financier, du supra-financier finalement, parce que c'est ça qui est vraiment important, et donc de ne pas perdre le but de la mission. Et ce qui est intéressant, c'est que nos actionnaires en AG, ils nous emmerdent pour les dividendes climat, quoi. Ils demandent jamais plus de dividendes financiers, parce que pour le coup, ils n'en ont pas. Mais par contre, ils insistent vraiment sur, là, il faut aller plutôt là-dessus, parce que c'est là qu'on aura plus de dividendes climat. Et juste, je vous raconte tout ça, ça paraît facile, c'est un modèle d'affaires, voilà, un peu différent. Mais aujourd'hui, dans la loi, on n'a pas le droit de faire ça. Nous, Team for the Planet, on a dû feinter plein de trucs pour pouvoir mettre en place notre modèle, parce que, par exemple, dans la loi française, on ne peut pas dire « je ne distribuerai pas de dividendes financiers, jamais ». En fait, on ne peut pas l'écrire. Le seul truc qu'on peut faire, et nous, on a trouvé un... Donc, normalement, c'est interdit, c'est les actionnaires qui votent en AG, hein, c'est ça le principe. Mais nous, on a trouvé un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître, et qui nous a dit « on peut faire un truc, on peut conditionner la distribution de dividendes financiers à la survenance d'un événement ». Et donc, chez Team for the Planet, dans les statuts, on a écrit qu'on ne distribuera de dividendes financiers que le jour où la température à la surface du globe redescendra à ce qu'elle était avant 1850. Ce qui fonctionne. Ouais. C'est une stratégie gagnante. Comme on est dans une grande assemblée, chers actionnaires, est-ce que vous votez pour? Levez la main. Merci. La motion est adoptée. C'est intéressant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de blocages systémiques et c'est ça le vrai sujet. On pourra parler des innovations tant qu'on veut, mais le sujet, c'est de changer nos modèles d'affaires, c'est de changer la façon dont on pilote nos boîtes, c'est de changer la façon dont on crée de la valeur. Il faut qu'on remette d'autres indicateurs et notamment de l'extra-financier, absolument, parce qu'aujourd'hui, on ne pilote que sur l'idée de transformer 1 euro en 2 euros en permanence. Et du coup, on ressemble à des écureuils qui font une montagne de glands alors qu'ils sont entourés par les flammes. Et il est grand temps qu'on regarde un peu d'autres indicateurs aussi. Bien sûr qu'il faut des modèles économiques rentables, bien sûr qu'il faut embaucher des gens,
mais il va falloir aussi qu'on soit capable de se reposer la question pourquoi en fait on fait tout ça et quel est l'objectif au bout, quoi. Mais, pardon, Arthur, exceptionnellement, il y a une petite question. Bonjour Arthur. Monsieur le député. Quick. Aujourd'hui, dans les dividendes, c'est combien l'euro la tonne? Pardon? Le prix de la tonne CO2. Le prix de la tonne CO2 dans les dividendes. L'euro la tonne. Ok, pour l'instant c'est difficile, on ne l'a pas encore calculé. On a généré que 40 000 tonnes de CO2 évitées sur l'année d'exercice qui a été calculée, donc en 2022. C'est la première année de lancement des premières innovations. Là, on a les chiffres de 2023 qui sont en train de sortir, mais je ne les ai pas exactement. Et les chiffres de 2024 qui enchaînent. Parce que comme l'association Dividende Climat a été construite il y a 3 ans, tout ça s'est structuré, c'est en train de devenir un peu robuste. Mais en gros, on ne peut pas le comparer au cours du marché carbone en disant c'est 300 € la tonne, c'est 500 € la tonne. Parce que pour l'instant, c'est vraiment de la contribution. Et donc, ce n'est pas structuré pareil que la compensation, qui là, pour le coup, fonctionne en crédit carbone. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. On va l'avoir le chiffre, mais on ne l'a pas encore exactement. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un autre exemple que la voile que vous avez appuyé? Ouais, je peux parler par exemple de Leviathan Dynamics, que moi j'aime beaucoup, qui est une de nos premières boîtes. Donc eux, c'est des ingénieurs, c'est à eux que j'ai pensé tout à l'heure quand j'ai souri. Eux, c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides. Donc voilà, ils sont dans un monde parallèle d'une autre. Et donc eux, ils travaillent depuis très longtemps sur un très gros sujet qui est la production de froid. En fait, on ne se rend pas compte, mais la production de froid, c'est colossal en termes de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent du secteur de l'aviation dans le monde. Pourquoi? Parce que ça utilise des gaz fluorés qui sont des milliers de fois plus polluants, plus réchauffants que le CO2. Et aujourd'hui, on ne sait pas produire de froid sans utiliser ces gaz. Et le froid, ce n'est pas que la clim. C'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie médicale, c'est évidemment l'industrie tout court, sur plein d'endroits. Juste la clim, petit chiffre que je trouve fou, les gens l'ont pas assez en tête, juste la clim, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. On ne se rend jamais compte de ça, mais c'est démentiel. Et donc, il y a une urgence à réussir à produire du froid sans utiliser ces gaz. Et eux, ils ont réussi à le faire avec quelques litres d'eau en circuit fermé. Donc c'est une super avancée. Mais ce qui est marrant, quand je souriais tout à l'heure, parce que eux, ils faisaient de la R&D, donc sous perfusion de subventions depuis un certain temps. Et leur seul et unique but, ils ne vivent que pour ça, c'était de faire du froid négatif. Sauf qu'en fait, ce qu'ils arrivaient déjà à produire, autour de 4 à 5 degrés, ça répondait à plus de 60% du marché et de la demande mondiale. Donc les mecs peuvent avoir un impact de dingo, mais eux, ils ne dorment, ils ne vivent, ils ne mangent que pour faire le froid négatif. Et donc nous, on s'est dit, bon les mecs, il faudrait quand même peut-être qu'on fasse un truc avec ce que vous avez là. Et donc on a recruté Naufel, qui est un super entrepreneur qui vient du monde de l'industrie du froid, et qui justement très vite a fait passer le prototype à l'état de produit. Il a signé des super clients, Ariane, Citral, enfin bon, on a équipé des très beaux clients. En 1 an et demi, on avait fait 1 million de chiffre d'affaires et ça devenait une vraie boîte. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer complètement à l'échelle parce qu'ils refont un nouveau tour de table. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on leur a permis de traverser la vallée de la mort. Et maintenant, vous avez Serena Capital, Asterion, 360 qui sont en train de rentrer dans les tours de table et qui passent à l'étape d'après. Mais là, on retrouve le monde économique traditionnel qui, lui, se rend compte qu'en fait, il faut absolument aider ces boîtes à passer à cette étape et qu'ils ne savent juste pas le faire. Ils ne peuvent plus aller sur ces boîtes-là. Et donc, nous, on a presque un avantage compétitif, finalement, à avoir ce modèle d'affaires différent pour être capable d'aller faire ces projets, de les accompagner jusqu'à l'étape où ils deviennent industriels, et ensuite le monde économique plus traditionnel peut mettre les capitaux de manière plus importante. Mais nous, c'est pas grave parce que ça réalimente la machine Team for the Planet et ça vient augmenter les dividendes climat de nos actionnaires. Bon, donc vous avez compris, en quelques secondes, vous pouvez devenir actionnaire Team for the Planet. Merci beaucoup Arthur. Il nous reste 6 minutes parce qu'il y en a peut-être certains qui veulent aller voir Paul Watson dans 10 minutes. Donc, Roman, 3 minutes. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de plus sur Brandly? Après, il y a Clémence, évidemment, qui va nous expliquer. Oui, alors du coup, je vais présenter rapidement Bindly et je vais laisser Benjamin expliquer notre vision pour le monde de demain. Donc, Bindly, c'est une application qu'on a sortie pour les lecteurs il y a 1 an en parallèle de nos études d'ingénieur. Aujourd'hui, on est à peu près à 80 000 lecteurs sur l'application. Et ouais, merci. Alors, du coup, Bindly, c'est une application pour les lecteurs et elle se différencie des autres applications de gestion de bibliothèque par 2 principes. Tout d'abord, il y a de la recommandation par intelligence artificielle dans l'application. C'est-à-dire qu'on a développé un algorithme qui va analyser tout ce qu'on fait sur l'application, que ce soit aimer un livre, le commenter, faire une recherche. Et l'algorithme va sortir tous les jours 6 recommandations adaptées à 100% au goût du lecteur. Et le deuxième point le plus important, c'est qu'on a remarqué, grâce à notre communauté, que les meilleures recommandations viennent de nos amis, de notre famille et des lecteurs qui ont les mêmes goûts que nous. Alors on a voulu vraiment mettre en avant l'aspect social dans l'application. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la possibilité de s'abonner aux autres et pouvoir voir leur bibliothèque, avoir des recommandations de leur part.
Et on a également développé un algorithme qui permet de mettre en relation des lecteurs qui ont les mêmes goûts, qui ont des mêmes goûts de livres, et voilà. Et du coup, je vais laisser Benjamin continuer. J'enchaîne en une petite minute. Donc voilà, comme Roman disait, vraiment notre vision, c'est et du coup intégrer l'intelligence artificielle de manière raisonnée, raisonnable, parce que c'est aussi des sujets qui sont en rapport aussi avec la nature et avec l'écologie en ce moment. Et c'est aussi mettre du coup l'aspect social et qui est très important pour nous du coup au milieu du débat. Et très rapidement du coup on développe aussi une plateforme à destination du coup des éditeurs et des auteurs et prochainement des libraires pour centraliser un petit peu tout ça et si vous voulez faire une espèce d'immense communauté où on réunit tous les lecteurs, les passionnés du monde du livre et c'est vraiment ce qui nous motive tous les matins à se lever et de se dire que c'est vraiment là où on veut vivre demain quoi. Bon, j'espère qu'il y a plein de gens qui ont téléchargé Bindly, B-I-N-D-L-Y. Ok ? Clémence, explique-nous un peu comment tu vas éviter les pesticides dans les champs. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail ? Pareil, tu as 3 minutes, si on veut respecter le timing. Ok, bon, je vais essayer d'être claire et concise. Alors du coup, nous, notre solution, c'est d'utiliser, comme je disais tout à l'heure, de l'ARN interférence. Donc c'est un mécanisme qui est naturellement présent chez les plantes. Donc en fait, comme on en a beaucoup parlé aujourd'hui, on fait aussi en quelque sorte du biomimétisme. Donc on a regardé ce qui se faisait chez la plante. Et ce qu'on va faire pour l'aider à combattre les maladies virales, c'est de lui donner de l'ARN, donc qu'elle va elle-même transformer en ARN interférent. Donc attention, c'est pas des OGM, c'est vraiment juste, on la nourrit en fait avec cet ARN. Et ensuite, elle va pouvoir elle-même le découper en petits ARN interférents. Et quand le virus va rentrer dans la plante, l'ARN interférent, il va reconnaître le génome du virus, donc son ADN ou son ARN, et se fixer sur lui, un peu comme un aimant. Et en fait, cette action, ça va détruire le virus. Donc voilà, tout simplement. Et cette technologie, donc ça paraît... voilà. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Pourquoi vous n'avez pas eu la... Et voilà, il fallait attendre Clémence. Et dernier point, j'ai une très bonne nouvelle, notamment pour Arthur, c'est qu'il y a quelques jours, Clémence a appris qu'elle était prise à l'ESSEC plus Centrale Supélec. Donc en plus, elle va faire une école de commerce. Donc voilà. Entrepreneur, ouf, heureusement, elle va pas être que ingénieure. Est-ce que tu veux rajouter un point ? Oui, donc voilà, je vais essayer de me lancer dans ce projet et j'ai aussi Baptiste qui est là dans la salle qui m'accompagne. Ouais, parce que c'est un binôme, là aussi, comme sur Bindly, sauf que Bindly, ils ont attaqué la tribune. Voilà, merci beaucoup. On a respecté le timing, on peut tous aller voir le Captain Paul Watson à 18h30. Merci beaucoup, on espère surtout que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses, vous pouvez lever les bras. Si vous avez pris du plaisir, vous pouvez lever les bras. Et si vous avez pris du plaisir après les choses, vous pouvez vous lever et sortir de la salle. Merci beaucoup.